Il y en a un qui m'a dit ah non, non, moi je mets pas une poulette comme toi dans un poulailler. Le cheminement pour arriver à être chef quand tu es une femme est beaucoup plus difficile que quand tu es un homme. J'étais passée d'un autre côté, du côté obscur de la chose, genre ce n'est plus une chef, c'est une maman. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir sur le plateau de 13,9%. 13,9%, c'est quoi ? Eh bien, c'est l'écart moyen de salaire entre les hommes et les femmes en France. C'est un chiffre implacable, une donnée tangible qui, c'est vrai, donne encore un peu le vertige, mais qui nous permet de pouvoir nous appuyer et pouvoir avoir un roc sur lequel démarrer les choses pour pouvoir les faire avancer. Pourquoi en sommes-nous encore là ? En 2025, inégalité salariale, des carrières tronquées, des métiers genrés, des promotions différées et surtout des stéréotypes qui sont encore tenaces. Autant de pistes à explorer et de problématiques auxquelles nous atteler. Dans cette série de podcasts, on explore, on déconstruit et on expose ces inégalités entre les hommes et les femmes qui sont toujours inacceptables au travers de témoignages forts et surtout de dialogues sans filtre. Nous vous invitons à plonger avec nous dans ce qu'expérimentent les femmes dans leur vie professionnelle au quotidien. Ce podcast, c'est toujours un duo d'un homme et d'une femme qui partagent la même passion, le même métier, souvent le même succès, mais rarement la même histoire. Pour ce 4e rendez-vous, j'ai l'immense joie de recevoir 2 personnes que vous connaissez peut-être. Il s'agit de Justine Piluso et Juan Arbeles, qui sont tous les deux reconnus, bien évidemment, pour leur talent et leur prestigieuse carrière. Justine défend une cuisine consciente et raisonnée. Juan ira plus sur quelque chose d'accessible, une cuisine dite de partage. Il nous dira si je me trompe. En partant de leur expérience, ces 2 véritables stars de la cuisine vont explorer avec nous les inégalités qui persistent encore entre les hommes et les femmes, celles qu'elles ont subies ou celles auxquelles elles ont assisté. Je vous laisse imaginer qui a vécu quoi. Ce sera aussi l'occasion de parler avec eux de leur source de motivation, de cette passion qui les anime encore, et puis du rôle et de la place des femmes dans le milieu de la gastronomie. 13,9%, 4e épisode. Ouvrez les oreilles et préparez vos papilles parce que c'est parti. Je reçois donc Justine et Juan. Bonjour à tous les deux, merci d'être là. Avec Bonjour. plaisir, bonjour. Pour ceux qui peut-être ne vous connaîtraient pas, j'aimerais que vous vous présentiez en quelques mots et je commence par Justine, bien évidemment. Allez, c'est parti. Moi, je suis une jeune chef qui a commencé très tôt, qui est tombée dans la marmite quand elle était petite. Et je fais ce que j'aime au quotidien. Je suis chef de cuisine, je suis entrepreneuse, je suis maman. On en parlera de ça, car c'est important Et aussi. je pense que les gens qui me connaissent m'ont vue à la télé, puisque j'ai participé à l'émission Top Chef, saison 11. Et ding, c'est le moment où on peut mettre un petit écriteau vu à la télé. Voilà, ding. Et Juan alors ? Du coup, Juan Arbeles, je suis colombien d'origine. Ça fait 18 ans que je suis en France. Aujourd'hui, je suis cuisinier, mais aussi restaurateur. J'ai un peu une double casquette. J'adore me balader entre la cuisine, le sport, les vidéos, un peu des réseaux sociaux. Et j'adore m'aventurer dans des endroits où des fois, tu n'es pas trop attendu, comme aujourd'hui dans ce podcast. Je suis féministe engagé, avec plein de doutes et plein de questions. Et c'est pour ça que je trouvais hyper intéressant de faire partie de ce trio, ce duo, parce que des fois, on a peur, des fois, on a honte, des fois, on a même été responsable de beaucoup de choses et je trouve ça génial de pouvoir les partager. Oui, justement, ça m'a amené à ma question suivante. Pourquoi avoir accepté, en effet, cet échange ? Est-ce que ça vous parle, justement, ces inégalités femmes-hommes au sein de votre milieu ? Alors, Juan, déjà, vient de nous exposer un petit peu ce qu'il en pensait. Et vous, Justine ? Oui, c'est une discussion de société qui m'anime depuis le début. Ma mère avait ses questions aussi, sa mère avant elle. Je trouve que c'est important d'en parler et pareil, de se poser des questions, de pas forcément avoir les réponses tout de suite. Mais oui, je trouve ça très important d'en parler déjà et d'avoir un chiffre.
Un chiffre, c'est pas mal. Hein. Oui. Ça tombe bien, 13,9%. Je crois savoir que vous venez d'une famille de femmes avec des métiers dits d'hommes. Hein, c'est ça? Oui. Moi, je suis issue d'une grande famille nombreuse. J'ai 3 sœurs, 2 grandes et une petite. Et c'est vrai qu'elles font des métiers d'hommes. Elles ont Dits d'hommes. Dits d'hommes, Ah voilà. oui, attention. Dits d'hommes, voilà. Attention. Elles ont des postes à responsabilité avec des gens qu'elles doivent manager et principalement des hommes. Quand elles sont en réunion, elles sont pratiquement seules. Hein. Donc, elles aussi, elles ont eu des anecdotes assez sympas. On va en parler. Mais j'ai l'impression que c'est dans le sang hein, de manager des hommes. Hein. Oui. Juan, je crois que de votre côté, il y a une figure qui est incontournable, c'est celle de la maman. Quoi. Ouais, c'est celle de ma mère. Et moi, il y a un truc un peu différent, c'est que moi, j'ai baigné tout le temps dans une culture qui est plutôt macho, patriarcale, paternelle, où l'homme est un peu celui qui lead la famille. On grandit avec plein de références, de repères qui sont, disons, un peu la société, la culture qui te sont imposées. Et j'arrive dans une France un peu différente, très féministe, très engagée. J'ai la chance de croiser énormément de femmes avec des caractères très trempés et assez grands, et qui m'ont ouvert un peu les yeux, parce que pour moi, en vrai, ce bain dans lequel j'ai grandi et je me suis formé, bah, c'était pas celui dans lequel j'ai dû évoluer après. Et ouais, c'est pour ça que je trouvais super important de faire partie de ce podcast, parce que je pense on vit tous des choses dans notre milieu de façon un peu cachée. On a souvent honte de les partager ou d'en parler. Moi, je trouvais ça génial. Je suis pas la figure féministe à la base traditionnelle, parce que j'ai pas été formé dans ce milieu. Mais aujourd'hui, je suis devenu grâce au fait d'avoir croisé des femmes qui t'inspirent et qui te font comprendre qu'on est tous égaux. Eh bien justement, on parlait de l'enfance, de la famille, ça nous amène forcément aux prémices, à la genèse de cette passion qui commence à grandir hein, chez vous. Les passions qui naissent, c'est aussi parfois des espoirs déçus, c'est aussi parfois quelques freins, notamment par des stéréotypes par rapport à la famille. Et c'est des freins qui peuvent avoir une vraie influence sur une vie entière. Vous, Justine, j'aimerais savoir... Comment avez-vous su que vous vouliez définitivement être chef, quoi, que c'était pas une option, quoi? Je sais pas quand est-ce que c'était, mais ça a été très rapide. Je voulais pas aller à l'école, je voulais pas aller au lycée, malgré le fait que j'étais bonne à l'école. Hein, j'avais pas de difficultés particulières. J'étais plutôt une bonne élève. Et ouais, quand j'ai été au collège, j'ai commencé à dire à mes parents. Je veux faire de la cuisine. Ah, c'est pas passé du tout. Oui. Ah non, Pourquoi? Qu'est-ce qui les a bloqués? Surtout mon père. Je pense qu'il a eu peur. Il savait que c'était un métier difficile et Il t'a dit c'est un d'homme. métier d'homme? Et ouais, Ouais, il c'est m'a énorme. dit c'est pas une place pour toi, ça me fait peur. Alors il m'a pas dit le mot peur parce que je l'ai compris quand j'ai été un peu plus mature, mais je pense que c'était plutôt de la crainte de laisser sa fille comme ça dans un univers qu'il connaissait pas. Fais de la cuisine à la maison, fais ta passion, Bien sûr. mais n'en fais pas ton métier en fait. C'était trop loin de ce qu'il connaissait. Ouais. Et ouais, mon père a pas kiffé du tout. Mais vraiment. Et est-ce qu'il y a eu des modèles? Est-ce qu'il y a eu des femmes chefs peut-être qui ont pu vous inspirer? Bah bien sûr, à l'époque, il y avait, enfin à l'époque, même encore aujourd'hui, c'est toujours mes mêmes modèles. Anne-Sophie Pic, Hélène Darroze, il y en avait. Alors, il y en a de plus en plus, mais pas assez encore à mon goût. Et puis j'avais aussi des modèles hommes que j'adorais, comme Jamie Oliver. Et c'était un peu le moment où tous ces chefs commençaient à se montrer à la télé pour dire qu'il fallait bien manger, qu'il fallait faire attention. Donc moi, voilà, j'ai eu cette appétence-là pour ce message et ça a été mes modèles, ouais, complètement. Bah oui, en plus, on reviendra tout à l'heure sur la médiatisation. Est-ce que ça a pu apporter à la cuisine et à la gastronomie? Et c'est vrai que si ça a pu générer des vocations et dont la vôtre, on est super content. Exactement. Et vous, Juan, alors les débuts, les prémices, la passion qui naît? Moi, je viens d'une famille nombreuse. Ils sont 6 du côté de ma mère, 6 du côté de mon père. Donc, je vous laisse faire les calculs, la quantité de cousins que j'ai, les repas de famille, les Noëls, les anniversaires. C'était un espèce de cirque monstrueux.
Et de mon plus jeune âge, je voyais ma mère et mon grand-père qui mettaient un plat au milieu de la table et qui mettaient tout le monde d'accord. Donc je les voyais un peu comme des espèces de super-héros. Je me disais, mais comment ils arrivent à... Parce que il y a des avis politiques, des équipes de football différentes, tu vois, t'imagines le bordel que c'est. Et dès que le plat arrivait au milieu de la table, là, il y avait un espèce de silence incroyable, une église, le truc, c'était... Et je les voyais comme des... Ah, c'est trop bien. C'est trop beau, c'est trop beau. Et je les voyais comme des super-héros qui avaient cette espèce de super pouvoir de rendre les gens heureux et de les mettre d'accord. Et du coup, ouais, c'est ma mère et mon grand-père qui m'ont mis là-dedans, sur ce chemin. Alors justement, vous, pour le coup, est-ce que vous avez été soutenu par votre famille, par vos parents, dans cette entreprise de faire de la cuisine votre métier? Ouais, pour le coup, je pense qu'à différence de Justine, moi, j'étais un homme qui faisait un métier d'homme, j'étais un peu dans les cordes, j'adorais ce truc militaire. Ah ouais, on est très méchant, on est cuisinier, on est très dur, on va aller passer des heures dans la chaleur et faire à manger. Il y a la flamme et les couteaux, yes, on est méchant. et en fait, je découvre un métier, au début un peu militaire, pour le coup, c'était vrai, au début très très dur, mais je me rends compte que plus qu'un métier militaire, il y a plein de gens brisés dedans. Tu sais, il y a plein d'hommes très très méchants avec des grands couteaux et des grosses flammes, mais qui sont brisés dedans. C'est des gens qui sont détruits finalement. Presque les gens les plus forts et les plus durs et les plus construits, c'était les femmes. Les personnes en cuisine qui étaient les plus fortes, quoi, c'était les femmes. Et dans le chemin, il y a plein de gens qui m'ont inspiré, parce que la question après, c'était qui t'avait inspiré. Il y en a plein. Et le truc qui m'a le plus marqué, c'était surtout cette notion d'humanisme tu peux retrouver dans la cuisine, dans une ambiance qui est si dure. Notamment Pierre Gagnère, qui a été exceptionnel avec moi. J'ai un souvenir magique de partager les cuisines avec une Stéphanie Lequelec, qui était tout aussi dure que incroyable cuisinière, et elle était juste mais très dure en même temps. Donc ouais, c'est des personnages que tu as la chance de croiser en cuisine et qui m'ont marqué, ouais. Et alors, d'après vous, quels peuvent être les freins principaux à l'accession au rôle de chef, au métier de chef pour les femmes? Est-ce que ça commence dès l'école? Ouais, moi je trouve que ça commence dès l'école, ouais. Ouais, parce que moi, c'est ce qui s'est passé quand je suis arrivée au lycée hôtelier, après moult débâcle. Je suis arrivée au lycée hôtelier, j'étais trop contente. Et inconsciemment, on sent que tu tends vers soit la pâtisserie, soit la salle, soit l'hôtellerie en règle générale. Donc gouvernante, femme de chambre, réceptionniste, et encore, réceptionniste, c'est un homme. Donc ouais, déjà à l'école, tu sens que ça commence à faire des choix, mais des choix qui sont pas forcément les nôtres, mais qui sont influencés par... C'est bizarre, mais ça commence déjà par ça. On est à l'école, on apprend un métier, on découvre un métier, et déjà, il y a quelque chose qui fait « Ah ouais, non, là, je peux pas y aller ». Et même avant d'arriver à cette école hôtelière, vous parliez de débâcle. Ah oui. Est-ce que même, j'allais dire au lycée, est-ce qu'on vous a freiné dans oui. dans ce projet? Moi, j'ai eu la malchance, franchement, je ne peux pas dire le contraire, d'être bonne à l'école. Donc, ils voulaient absolument que je passe un baccalauréat classique. Et ils ne comprenaient pas que j'avais envie de faire autre chose, que je ne pouvais pas tenir sur une chaise, et que ça me faisait profondément... voilà, ça m'ennuyait. Et quand vous dites ils voulaient, que c'était les parents, les profs, tout le monde, le monde entier, contre les vous? profs, ah oui, quand on est ado, c'est le Bien monde sûr. entier. Ouais. C'est d'abord les parents, ensuite le corps enseignant, l'administration, puisque comme j'étais du 93, j'arrivais pas à faire une dérogation pour aller à Paris étudier, parce que c'est très fermé, ils préfèrent que vous restiez dans votre arrondissement ou dans votre quartier. Donc ouais, non, tout était fait pour que personne ne me laisse faire ce que j'avais envie. Mon prof de physique-chimie au lycée, parce que malheureusement j'ai dû faire une seconde générale, parce que j'ai pas réussi après la troisième à vraiment convaincre mes parents. Donc j'ai fait une seconde générale que j'ai dû redoubler pour faire une seconde professionnelle technologique. Donc j'ai fait ma seconde générale, et mon prof de chimie, pour m'emmerder, il me faisait des exercices de savoir ce qui se passait chimiquement dans un pot de confiture.
quand on apertise. Et je lui disais, mais qu'est-ce que tu comprends pas? Moi, je m'en fiche de ce qui se passe à l'intérieur. Ce que je veux, c'est la faire, la confiture. Et c'était trop dur C'est pour eux génial. de Ouais. comprendre ça, en fait. C'est Alors génial. oui, aujourd'hui, ça m'intéresse de savoir ce qui se passe dans la confiture, mais moi, je voulais la faire. Je voulais toucher le produit. Je voulais prendre les fraises, les équeuter, ça a été C'est énorme. extrêmement dur. Et Il y a- Pardon. Il y a aussi, je pense que on a souffert pendant très longtemps du discours quand t'es pas bon à l'école, tu finiras cuisinier. Ouais. Je pense que ça, c'est le premier truc. Il y a la partie déjà extrêmement sexiste et de différence dans laquelle c'est un métier d'homme, c'est un métier qui est dur, c'est un métier qui est militaire et dans lequel on cantonne surtout les hommes à ces métiers parce que c'est vraiment les guerriers. Chose qui commence un peu à changer grâce à Justine, à Stéphanie, à tous les chefs, en fait, grâce à la télé qui fait quand même un travail énorme pour rendre la cuisine accessible et une notoriété aux femmes aussi qui est hyper importante. Mais il y a aussi cette idée que quand tu étais bête, quand tu étais le teubé de la classe, Ouais. tu finissais cuisiner. Et il y a un truc qu'on s'est rendu compte, c'est énorme, j'ai vu un documentaire Arte la semaine dernière qui parle justement des différences hommes-femmes, et on se rend compte que la femme, elle est mieux payée, elle est toujours plus forte aux études en général, et elle est mieux payée jusqu'au moment où elle a sa maternité. Donc, je pense que dans la globalité, on est conscient que la femme est plus intelligente que l'homme jusqu'à un certain point parce qu'elle travaille beaucoup plus. Elle est plus sérieuse. Je vais vous sûrement. laisser la Non. responsabilité de cette généralisation. Non, mais en vrai, c'est un documentaire, c'est des statistiques, et c'est Arte qui. C'est une étude, et ça démontre comme quoi une femme, pendant ses études, si on prend deux personnes qui font exactement les mêmes études, la femme, en général, va travailler un peu plus, va avoir des notes qui sont un peu supérieures. Même âge, même étage social, elle va toujours avoir une envie de travailler plus. Elle va finir son école, son lycée, ses études universitaires. Elle va toujours être un peu au-dessus. Et au moment où il y a la maternité, il y a un déclin, il y a un switch. Et du coup, l'homme continue sa carrière. La femme est obligée de mettre un peu de côté sa carrière et s'occuper plus de son enfant. Et derrière, il y a un engrenage énorme sur comment la femme s'occupe plus de son enfant, l'homme va s'occuper plus de ramener l'argent à la maison. Mais il y a un côté, et je pense que ça nous a toujours desservi, c'est se dire que c'est les gens bêtes qui vont vers la cuisine. Donc je pense qu'il y a cette différence aussi. Quand tu es forte à l'école, tu peux pas être cuisinière. Quoi. Tu Bah peux ouais. pas gâcher Ouais, c'est ça. ce talent que tu as. Ça a changé, mais au début, la tête que faisait mon père, je me rappellerai toute ma vie. Allez, on va recentrer un petit peu notre Oui, débat sur oui, notre sujet du jour. On a parlé tout à l'heure de votre formation, les formations dans cette école d'hôtellerie, où notamment vous disiez qu'on vous assignait un petit peu à la pâtisserie, aux choses mignonnes et aux choses de service, bien évidemment. Comment vous avez réussi à combattre ça? Comment vous avez réussi à vous imposer, dire maintenant, moi je veux faire du pâté croûte, quoi? Mais je sais pas trop, mais en fait, j'étais tellement déterminée, j'avais tellement envie que la question se posait pas, et j'ai joué des coudes. J'ai joué des coudes, tout simplement, et je voulais être la meilleure des meilleures dans ce que je faisais, donc j'ai tout donné. Et ça a payé, mais ça a payé au lycée. Et après, en fait, à chaque fois, il fallait me remettre en question, remettre sur la table mon courage, ma détermination, remontrer toujours et tout le temps. Et puis ça se voyait que j'étais absolument pas intéressée par la pâtisserie, hein, clairement, vu ce que je faisais. Tu avais l'impression de devoir faire plus d'efforts que tes collègues qui étaient hommes au même moment? Oui, au même moment, Ouais. ouais, complètement. Et le fait quand vous dites j'ai dû jouer des coudes et j'ai dû m'imposer, c'était sous quelle forme? C'était de dire non, vraiment? C'était de la jouer un petit peu plus fine et d'aller vous incruster du côté de la charcuterie? C'était quoi votre manière de résister? Ouais, de montrer que j'étais intéressée, de poser des questions aux profs, qui me considèrent pour qu'ils puissent me former. Parce qu'en fait, ils formaient les autres garçons de ma classe. Et certaines filles n'étaient pas forcément très intéressées, donc on voyait qu'elles étaient là, qu'elles faisaient le minimum, mais que le prof ne s'attardait pas sur ce groupe-là. Bah moi, j'allais toujours dans ce groupe, poussez-vous, parce que bon, le lycée hôtelier, il roulait pas sur l'or, hein. Quand il fallait lever un poisson en cours, il y en avait un pour 7 élèves. Moi, je poussais tout le monde et je voulais essayer de lever le poisson. Poussez-vous de là, C'est ça que je veux dire dans le sens où Ouais. jouer des coudes.
Et j'étais souvent la première à vouloir faire. Voilà, dès qu'il y avait une question, dès qu'il y avait quelque chose à faire, j'étais présente. C'est un conseil que vous pourriez donner ça à des jeunes filles qui rentrent en lycée hôtelier, en effet, de justement ne pas lâcher, d'être déterminées et vous en tirez une certaine fierté? Ouais, de pas s'interdire de s'intéresser à quelque chose qui peut-être n'était pas pour elles à la base. Parce que ça se trouve, elles vont adorer la cuisine. Il faut pas qu'elles se disent non, la cuisine, c'est pas pour moi. Je sais, ça va être très dur. Bah non, essaye en fait, tu sais pas. T'as pas essayé. Donc il faut tout de suite pas commencer à se dire barrière, barrière, barrière. C'est surtout ça. Après, si ça lui plaît pas, bon bah c'est pas grave. Mais je pense que si tu arrives à oublier ces barrières-là et à ne pas choisir tout de suite et à te laisser la possibilité de, je pense qu'il y aurait déjà plus de vocation. C'est chouette. Bon, alors une fois le diplôme en poche, il faut se lancer, ça y est, il faut se lancer dans le grand bain. On sait que c'est jamais très facile, franchement, dans n'importe quelle profession, et encore plus dans la vôtre, de se lancer. Le milieu de la cuisine, on le sait, c'est difficile, peut-être particulièrement pour les femmes. Comment se passent vos premiers pas en cuisine? Une fois n'est pas coutume, on commence par Juan. Moi, j'ai pris quand même des énormes... Coup de bâton. Ouais, j'allais dire branler, chercher un mot qui passe un peu mieux dans un podcast joli, pour le gouvernement. Mais non, en vrai, c'était très dur parce que moi, j'arrivais, tu sais, souvent, quand t'as, je sais pas, tu devais avoir 18 ans ou 19 ans et t'arrives d'un autre pays, tu t'es dit que t'as réussi à trouver une place. J'étais gamin, fou, j'étais pas trop moche, je réussissais plein de trucs, en vrai. Enfin, c'est ce genre de sentiment que j'ai envie de parler sans trop de tabou. Je me sentais vraiment le plus fort au monde et j'arrive chez Pierre Gagnère et là je me rends compte que c'est la vraie vie. C'est vraiment dur, quoi. Enfin, c'est un métier qui prend du temps, il faut être extrêmement concentré, que ça soit 6, 8, 10, 12, 16, enfin il y a des gens qui font beaucoup plus, mais c'est un métier qui exige énormément de concentration, énormément d'énergie. Et t'as besoin d'avoir des nerfs d'acier des fois. Quand tu rentres dans la haute gastronomie, c'est pas toujours simple. Et c'est marrant parce que je rentre dans une cuisine où on était 12 cuisiniers, 12 hommes. Là, c'est marrant, la seule femme, c'était la chef pâtissière. Donc ça fait partie un peu de ce cliché. Oui. Et Pierre Gagnère, il joue un vrai rôle là, de mentor, tant d'un point de vue, j'allais dire, technique, mais aussi peut-être... d'un point de vue du comportement ou de C'est management. Un homme exceptionnel. Je pense qu'il ne fait pas de différence. Là, pour le coup, homme-femme, lui, il a pas... il fait pas... Lui, c'est un gars qui a... C'est un monsieur qui a un humanisme monstrueux. Moi, j'ai vécu une période... J'ai bossé 1 an chez lui. J'ai un souvenir, une anecdote que je raconte de plus en plus parce que je la trouve incroyable. C'est que moi, mon seul moyen de transport, c'était mon vélo. Je l'avais acheté 50 € en deuxième main et pendant les fêtes je sors du resto à 00h30 et le vélo est complètement pété. Je rentre chez moi, le lendemain je suis en retard, je me prends un coup de bâton pour pas dire le gros mot. On garde dans la poche celui-là. Voilà. Le coup de bâton, parfait. Je rentre chez moi, je suis en pleurs le soir, ma mère m'appelle, je lui dis que c'est hyper dur, que c'est quand même un métier compliqué, qu'on a des doutes. Elle va sur internet www.pierregagnère.com. Elle va sur contact@pierregagnère, elle envoie un mail. Bonjour chef, moi maman petit Colombien, s'il te plaît lui vélo cassé, toi pas méchant, je t'aime, bisous Janet. Ma mère elle dit je t'aime à tout le monde, c'est vraiment une mère poule. C'est merveilleux. C'est incroyable. C'est merveilleux cette anecdote. J'attends la suite avec impatience. Le jour d'après à 11h, il y a Gagnère qui rentre en cuisine et qui dit c'est qui le Colombien? Je dis oh putain merde, je suis viré pour mon retard. Je veux te voir à 15h dans le bureau. Donc, moi, je me dis que c'est fini. Là, vous dites, ça y est, c'est mort, c'est terminé. Et j'arrive dans le bureau, il me dit, c'est qui Janet? Je dis, comment il connaît le prénom de ma mère? Et il me raconte l'histoire du mail. Il me fait un chèque de 300 €. Et il me dit, va acheter un vélo à Wagram et va rebosser. Et tu vois, c'est ce genre de geste sur des... Je bossais après au jour de 5 au Bristol dans des brigades incroyables. Et ce qui m'a plus marqué, c'est les humains. Tu vois, c'est pas forcément les moyens, c'est les humains, c'est les femmes et les hommes qui sont derrière les brigades pour t'inspirer.
Et je pense qu'il y avait, excuse-moi, je pense qu'il n'y avait pas de femmes dans sa brigade, non pas parce qu'il ne le voulait pas, c'est peut-être parce qu'il n'a pas eu aussi de demande. Mhm. Tu C'est vois, quand c'est possible, arrivé, les il y avait fameux freins. Ouais, il y avait, Mm. à l'époque, j'imagine, quand tu as commencé, il y en avait peu aussi des Ouais, femmes qui voulaient très peu. faire de la Mm. cuisine. Donc, Ils se l'autorisaient. Ils parce que autorisaient même l'idée. connaissant le personnage et le charisme de Pierre Gagnère, je pense pas que c'était parce qu'il avait envie d'avoir que des hommes dans sa brigade et une chef pâtissière. Mais je pense que malheureusement, il avait une chef pâtissière parce qu'il y a plus de femmes en pâtisserie, donc plus de femmes déjà dans une haute sphère gastronomique. Mais en cuisine, c'était encore compliqué. Au Georges V, derrière, sur une brigade, on était 90, il y avait, je sais pas, il devait y avoir 10 femmes, quoi. Mm. Donc c'était... Ouais, je pense c'est que sûr que c'est pas une question de le vouloir, c'est qu'il y avait une manque de femmes dans le métier. Alors justement, c'est vrai que le milieu de la cuisine, ne nous mentons pas, est quand même un peu réputé pour Oui. son côté sexiste. Est-ce que vous, Justine, vous avez des anecdotes, des expériences que vous voudriez partager avec nous, de choses que vous avez pu traverser? J'imagine que ce ne sera absolument pas exhaustif, mais peut-être quelque chose d'assez représentatif de ce que vous avez pu traverser. Bon, de toute façon, plus on me tape sur la tête, moi, plus j'ai envie de monter. Donc, c'était pas grave. Mais la première fois que je suis rentrée dans une cuisine professionnelle, le chef m'a regardé et fait « Ouh là là, non, 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 non. Toi, tu vas en salle. » Je dis « Ah non, chef, moi, c'est la cuisine que j'aime. » « Ah non, non, avec la gueule que tu as. » Il m'a dit ça, avec la gueule que tu as, Pardon. toi, tu seras mieux en salle. Ok. J'ai souri. J'ai fait « Oh, je suis d'accord. » Mais je vais quand même rester en cuisine. Donc, il m'a laissé 2 mois au nettoyage. Je n'ai pas touché un couteau pendant 2 mois. Et quand il a vu que je tenais et que j'étais toujours là, il m'a formée. On vous a mis aux entrées aussi. Ouais, non aux entrées. Exclusivement. Exclusivement aux entrées. Et on m'a formée. Donc, c'était une femme qui était aux entrées, qui m'a formée et après qui est partie en congé maternité et qui m'a laissé son poste. C'était un grand moment de solitude. Mais on est tous un peu fautifs. On rentre dans ce métier, on rentre dans un bain dans lequel, culturellement, on s'habitue un peu à cette différence. Moi, j'ai un souvenir, la première fois que j'ai compris que j'avais tort, on est dans un grand restaurant, un 3 étoiles, un truc monstrueux, où dès qu'il passait, il y a une femme qui passait, il y avait ce bruit ignoble comme ça. Et je me souviens, comme un coq en plein service, faire ce bruit quand il y a une sommelière, assistante sommelière qui passe. Et là, elle se retourne, elle vient, elle se met à 10 cm de moi, et elle me dit « C'est quoi le bruit que tu as fait ?» Et là, j'ai tout qui se décompose. Ah oui. Tu vois, tout qui se décompose, parce que j'ai grandi dans une famille dans laquelle ma mère était la personne la plus importante dans ma vie. C'est elle qui a tenu les rênes de tout le monde discrètement, en faisant croire à mon père que c'était lui vraiment le boss. On fait tout ça. Non, c'est exceptionnel. Il ne faut pas donner notre secret, Juan. Pardon, excusez-moi. Et là, je suis face à 25 ou 30 cuisiniers où on est tous en train de voir qui est la plus grosse et se montrer qui est le plus fort. Et j'ai cette bout de femme qui est à 10 cm de moi en train de m'affronter et je me décompose complètement. Et je lui dis, je suis un gros con et je suis désolé. Et ce jour-là, je me rends compte, tu vois, finalement, on est tous dans ce bain. On fait tous des conneries, on se laisse porter. Je ne vais pas mettre la faute sur le groupe. C'était moi le fautif de cette action ignoble. Mais c'est un moment où on se L'effet de rend... groupe fait aussi beaucoup. Oui, mais c'est hyper important de se rendre compte. Moi, ce jour-là, et j'aime bien partager aussi cette anecdote parce que des fois, on a un peu de mal à l'accepter. Moi, je trouve que voilà, j'ai fait partie de ce courant à un moment parce que je croyais, parce que j'étais dans un effet de groupe. Et j'ai eu la chance de croiser cette force humaine, tu vois, de son 1m60 et qui m'a marqué à vie. Et ça fait, c'est ce genre d'anecdotes aussi qui te font un peu changer, quoi. Justine, je crois que lors du stage de dernière année dans votre resto étoilé, là, il y a eu un truc difficile à vivre. Il y a quelqu'un qui vous est passé devant alors qu'il venait d'arriver et que vous étiez là depuis des mois. Depuis longtemps. Ouais, je me souviens déjà que j'étais très mal payée puisque j'étais en stage et que j'avais pas. C'est encore un autre sujet. C'était encore un autre sujet. Mais une autre entreprise à laquelle je pense aussi, où là, j'étais pas en stage et que pourtant un homme est passé devant moi
moi et était mieux payé et avait une place supérieure à la mienne, alors qu'il n'avait pas les mêmes études, il n'avait pas le même bagage, mais parce que c'était un monsieur, il est arrivé et on l'a mis un petit peu plus au-dessus de moi, quoi. Et c'est vrai que ça, j'ai pas tout de suite compris, parce que je vis aussi dans un monde de bisounours. Je suis peut-être un peu naïve. Je me suis dit, oh, il doit forcément avoir des compétences que je n'ai pas. Parce que souvent, nous, les femmes, on a un peu moins de confiance. On se dit que forcément, de légitimité, forcément. Puis plus les jours passent, et puis je me dis, mais quel bolos. Je fais beaucoup mieux que lui, je vais beaucoup plus vite, je suis plus à l'aise. Non, quoi. Et ouais, ça a été dur à accepter, mais bon, en fait, tu acceptes, quoi. Et ça, vous avez des anecdotes comme ça pour toutes les cuisines où vous êtes passé? Oui. Par exemple, même quand vous faisiez des extras, des choses comme ça? Ouais, même quand je faisais des extras, ouais. Il y en a un qui m'a dit ah non, moi je mets pas une poulette comme toi dans un poulailler. Ok. Bon, eh bien super. Ça peut nuire au bon fonctionnement de l'équipe. Parce que vous étiez trop jolie? Alors, je pense que c'était une question de physique, une question aussi que, en fait, il n'avait jamais introduit une femme dans son équipe. Et le fait, donc cette image, on va la garder, hein, cette image de l'homme avec son couteau, avec des flammes partout, je trouve assez drôle, très peu cliché. Est-ce que cette image-là ne vous correspondant pas, est-ce que c'est la raison pour laquelle finalement vous n'avez pas vraiment eu de mentor? Parce que vous ne vous reconnaissiez pas dans cette figure du chef? Oui, et inversement. Le grand cuisinier avec son couteau, pareil, il ne se reconnaissait pas en moi. Et donc, en fait, j'ai pas été formée. J'ai dû aller voler le métier à travers... après, il y a des gens qui m'ont pris un peu sur leur aile, hein, mais c'était pas des chefs. C'était les chefs de partie, les demi-chefs de partie, même certains commis. Mais le chef, en tout cas, je n'ai pas trouvé celui qui s'est reconnu en moi, et moi, vice-versa. Donc j'ai pas eu de mentor, ouais. Et je l'ai cherché. Hein. Elle est géniale, cette expression de « j'ai dû aller voler le métier ». Voler le métier, j'ai allé voler le métier, ouais. Vous avez l'impression d'avoir dû travailler plus que les autres? Ouais, à m'intéresser et tout. Ouais, vraiment, j'ai dû aller un peu voler le métier. Ouais. Ça a été un peu plus dur. Mais bon, c'est pas grave, ça a payé. Hein. Bah ouais. En dehors de vous, Justine, en dehors de cette anecdote incroyable aussi de cette assistante sommelière qui vient à 10 cm de votre visage et qui vous, finalement, vous fait fermer votre bouche, est-ce qu'il y a d'autres anecdotes, même si ce mot est un petit peu léger pour ce dont on vient de parler, ou en tout cas de phénomènes sexistes ou micro-agressions auxquels vous avez assisté et devant lesquels vous vous êtes senti... devant lesquels vous vous êtes senti un peu quoi et que vous n'avez pas pu réagir, ou peut-être que vous avez réagi devant ces violences sexistes et sexuelles? Non, moi, j'ai jamais eu de problème, ni moi, ni vu. Des gros problèmes comme ça d'atteinte à la personne. Après, des anecdotes un peu comme ça où bon, on est un peu surpris sur le coup, mais ça passe. T'appelles ta mère le soir, tu pleures, et puis après le lendemain ça passe mieux. Vous avez vu ce qu'on nous amène à faire? T'appelles ta mère une bonne fois et ça ira mieux demain. Mais j'ai pas eu. C'est ça, hein, le réflexe. Ils sont toujours là. Bien sûr. Moi, enfin, il y a toujours des histoires. J'ai eu de la chance très jeune d'être affronté à plusieurs personnalités très fortes. L'exemple de cette sommelière étant un, mais j'ai eu la chance de croiser le chemin, je pense, de caractère de femmes très très forts. Je pense que j'ai pas eu le choix, moi, de devenir féministe très rapidement, et c'est une chance qui est énorme parce que ça me fait comprendre beaucoup de choses et ça m'a permis au lieu d'avoir une vision rétrograde, débile et bête, de trouver plutôt des alliés, de trouver des femmes très fortes qui m'accompagnent aujourd'hui et depuis tout le temps dans ma vie. Il y a eu des histoires, mais pour nous, c'est une raison d'arrêter tout de suite la collaboration. Donc en vrai... Oui, parce que j'allais vous demander qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Vous, maintenant que vous êtes patron, j'allais dire, ça fait partie des choses qui sont intolérables. Ah bah oui. Oui. Il n'y a pas le droit à... Non. Ça n'a pas de place. Non, un cheveu, un poil, ça n'a pas de place. Et on en parle beaucoup. On en parle beaucoup. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que je pense qu'on n'hésite pas une seconde
à pouvoir faire des podcasts, à en parler dès qu'on peut. C'est toujours un terrain qui est complexe quand on est un homme, parce que souvent, on peut être vu comme un allié, mais des fois, tu peux être vu aussi comme un ennemi. Des fois, tu peux être vu comme quelqu'un qui a envie de prendre la place, qui est censée être la place d'une femme. Moi, je pense que, honnêtement, on est les meilleurs alliés. J'essaye de l'être. Je suis pas. J'ai pas envie de prendre trop de lumière quand ce sujet il existe, mais si je peux faire partie de ceux qui changent la mentalité de certains de mes cuisiniers et cuisinières, de certains de mes managers, de certains de mes serveurs, de certains de mes clients, de certains des gens que je croise, et bah tant mieux. Ça peut passer par exemple par le fait de ne pas tolérer une blague, parce que des blagues notamment sexistes, il y en a, j'imagine, ça circule Souvent. un peu dans les brigades, non? Oui, 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 je pense qu'il faut, comme tu l'as dit, de la pédagogie, faire comprendre que, je pense qu'il y a oui, quand c'est des blagues, bon, on lui fait comprendre, on lui explique, après quand ça va trop loin, moi je cherche même pas à comprendre. Non. Merci, au revoir, ça n'a pas lieu d'être dans ma société, dans ma cuisine, et ça je fais très attention. Bon après j'avoue que j'ai beaucoup de femmes dans mon équipe, parce qu'inconsciemment, bah, Oui. tu attires aussi les gens qui te ressemblent. Donc ça me fait très plaisir. Oh, même entre femmes, des fois, c'est drôle parce qu'il y a aussi des petites blagues. Mais je les aime bien. Mais non, non, il y a aucune, zéro tolérance. Zéro. Bah, c'est comme ça que c'est par ces petites choses qu'on change le monde. On va parler justement de cette accession au rôle non pas de cuisinier ou de cuisinière, mais de chef. C'est toujours un peu plus compliqué. Comment les femmes finalement viennent bousculer un petit peu les stéréotypes. Vos premiers pas en tant que chef, vous, Justine, s'imposer, avoir une posture. Est-ce qu'il faut crier plus fort? Est-ce qu'il faut faire la grosse voix? Est-ce que justement il y a une autorité naturelle? Comment ça se passe, vos débuts en tant que chef? Oh, un peu catastrophique quand même, hein. C'est vrai? Bah oui, parce qu'on se cherche, parce que qu'est-ce qu'on doit dire, comment faire, comment s'y prendre. Alors moi, bah comme d'hab, je l'ai fait avec le sourire. Et les mecs, ils rentraient dans la cuisine et ils disaient «Oh, vous direz merci au chef, hein». Je te regarde, je fais «Oui, oui, C'est moi. je lui dirai, je ferai passer le message». Voilà, qu'est-ce que Bah c'est pas oui. grave, c'est mignon à la fois, des fois, bon, quand t'es pas de bonne humeur, tu leur dis «Oui, oui, mais ça, c'est mon plongeur, c'est moi la chef». Mais bon, toujours avec le sourire, mais c'est vrai que c'est difficile, surtout quand on arrive, en société, avec, d'autres chefs de ma génération. Là, c'est un petit peu plus complexe. Parce forcément, il faut s'imposer, il faut montrer, il faut dire que tu es là et que tu existes. Et puis, j'ai de l'ego, donc j'en avais envie aussi de Bien prendre cette placé. place-là. Mais bon, des fois, il faut savoir rire aussi. Bien sûr. Vous disiez que dans votre cuisine, il y a énormément de femmes. J'imagine qu'il y a aussi Oui. des hommes. C'est important la mixité? Ah oui, 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 Mhm. complètement, complètement. Oui, oui, j'ai des hommes, j'ai des femmes, donc plus de femmes, et les hommes s'entendent très bien aussi. J'essaye d'avoir des affinités, des enfin, comment dire, des caractères qui se comprennent bien. Après, bon, je trouve que la jeune génération, elle est encore plus apte à comprendre ça que Ouais. nous d'avant, quoi, j'ai l'impression, Ouais. hein. Je pense que la peur quand on devient chef ou quand on devient manager, je pense qu'elle est légitime des deux côtés. Tout le monde a peur quand on va gérer. Alors, je ne sais pas si un homme a plus de peur qu'une femme. Je pense que tout le monde a cet a priori. Moi, j'ai eu une chance de dingue. J'ai toujours croisé des gens qui étaient méga inspirantes. J'ai eu la chance de cuisiner à côté des femmes qui géraient des brigades de 50 hommes comme si c'était simple, quoi. Comme si c'était hyper harmonieux. Donc, est-ce qu'elles sont plus douées? Est-ce qu'elles sont plus fortes? Moi, je pense que le cheminement pour arriver à être chef quand tu es une femme est beaucoup plus difficile que quand tu es un homme. Donc, je pense que quand tu atteins ce poste-là, tu as certaines facilités que peut-être nous, on n'a pas. Mm. Parce que pour nous, peut-être, c'était un peu plus simple de monter dans cette pyramide. Et du coup, le jour où tu vas manager 5, 10, 15, 20 personnes,
tu as peut-être des lacunes, quoi. Et concernant les hommes managés par des femmes, je crois savoir, mon petit doigt m'a dit que lors des entretiens d'embauche, il vous arrive de le dire un peu en rigolant, quoi. Ça vous dérange pas que ce soit une femme? Bah ouais, carrément. Je mets les pieds dans le plat. En fait, je le demande, mais je le demande. C'est pas vrai en fait, parce que quand le gars il arrive en entretien et qu'il me voit, je sais direct s'il y a un problème ou pas. S'il y a je le vois dans ses yeux, je le vois comment. Ok, toi, c'est la première fois que tu te fais manager par une femme, ou alors il dit bonjour chef à mon mari, alors qu'en fait lui il est en salle. Ok, toi t'as un problème, mais à la fin, j'avoue que je demande, je mets les pieds dans le plat. Alors, est-ce que ça va te gêner que je sois une femme au quotidien? Si ça change le lendemain, ça va. Exactement, il peut pas répondre à ça. Mais j'aime bien savoir de le titiller. Je sais pas si j'ai le droit de lui demander en entretien. Je m'en fous un peu. Je lui demande quand même. Je mets les pieds dans le plat, ouais. T'as l'impression que ça a changé un peu par rapport à ce que t'as vécu au début? Oui, ça a quand même un peu changé. Parce qu'on parle de quoi, il y a 10 ou 15 ans par rapport à aujourd'hui, quoi. Ouais. Oh, Moi, ouais, j'ai l'impression. Ouais. Je pose cette question parce que depuis tout à l'heure, on a un discours on est en train de décrire ce qu'on a vécu il y a une quinzaine d'années. Je pense que Top Chef était en train de sortir. Il n'y avait pas Amandine Chéniaud, Stéphanie Lequelec, Nina Métayer. Alors, il y avait déjà Hélène Darroze et Sophie Pic. Mais je pense qu'il y avait beaucoup moins de femmes. Oui. Il n'y avait pas de Justine, il n'y avait pas de... J'ai l'impression, et moi je commence, et on parlait tout à l'heure des nouvelles générations, que ça bouge quand même. Oui, et puis le regard a changé. Résultat, quand ils viennent en entretien, ils savent que c'est une chef. Donc en fait, s'ils viennent, c'est que ça ne les dérange pas. Voilà, exactement. Il manquerait plus que ça. Non, mais après, ça peut déranger. On sait ça pas. Qui est fou. Exactement, ça se trouve, le cuisinier en question, il a eu des problèmes avec sa mère, il a eu des problèmes avec sa grand-mère. Je sais pas. On a le droit aussi de choisir le manager qui va nous manager au quotidien. Ça, il y a aucun souci. Mais oui, moi je trouve que ça a changé. Vraiment. Tu sens que quand même je dis pas que c'est plus facile. Je dis que le regard commence à changer et donc j'espère que ça sera plus facile, qu'on n'aura plus ce chiffre. Il y a encore du taf. Ouais, encore du taf. Il y a encore du taf, mais moi, je suis pas une femme, mais je sens que l'ambiance générale, quand tu rentres dans une cuisine, dans les embauches, dans la discussion, en tout cas dans le métier, il y a quand même un virage. Ouais, complètement. On va parler bébé? Oh ouais. Je crois que Juan, vous n'avez pas encore la chance d'être parent, mais je crois bien que Justine, si. Oui. Oui. C'est un petit garçon, c'est ça? C'est un petit garçon, qui a un an et demi, ouais. Est-ce que ça a eu une répercussion? Ça, j'ai envie de dire presque dans toutes les carrières. Vous avez senti la répercussion? Le petit coup de frein, là, complètement. Le rétrogradage? Ah oui, j'ai passé une année terrible professionnellement. Okay. Par contre, magnifique personnellement. Bien mais sûr. Professionnellement, ça a été terrible. Comment ça s'est manifesté exactement? Comment ça, ma grossesse? Comment c'est arrivé? Comment tu t'es rendu compte? J'ai regardé les étoiles. Quand vous dites que ça a été terrible, c'est parce que vous avez dû vous arrêter très vite Non, parce que je me suis pas arrêtée, au contraire. Ah, oui. Et même sans m'arrêter, j'ai pas eu de congé maternité. Je me suis arrêtée 2 semaines avant. J'ai pris 1 semaine après. Enfin, ça a été... Et même comme ça, c'était compliqué parce que les affaires marchaient moins, on m'appelait moins, parce qu'ils savaient que j'étais... Alors, par respect peut-être, on va dire ça. Bien sûr. Mais j'étais passée d'un autre côté, du côté obscur de la chose, genre, ce n'est plus une chef, c'est une maman. Oui, bien sûr. Et elle ne peut pas être les deux. Elle ne peut pas être les deux. La télé s'est arrêtée, oui, voilà, les émissions se sont arrêtées parce qu'en fait, ils ne pouvaient pas m'attendre. Ouais. Bon. La télé va trop vite, donc tant pis. Et résultat, on ne m'a pas rappelé. Ok. La télé va vite. C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Mais franchement, j'ai été blessée dans mon ego. Mais vous avez vraiment senti que c'était le moment de la grossesse qui a fait la bascule. Oui. Alors, on adore les femmes enceintes. Oui. C'est très joli, c'est beau, ça donne envie, c'est très joli à l'écran. Mais le après... En fait, on va prendre une autre jeune fille un petit peu plus... ouais, je sais pas, il y a quelque chose qui fait que... Et puis, en fait, on remplace très vite puisque y a un temps aussi. Un bébé,
il faut s'en occuper. Ouais. Et puis après, moi aussi, j'avais pas envie non plus de repartir en tournage à l'autre bout de la France et laisser mon petit, quoi. Bah, bien Et en sûr. fait, quand j'ai revoulu reprendre, c'était trop tard. Il y avait déjà quelqu'un. Mais, euh, mais non, je pense qu'il y a une image, ouais, je sais pas. Mm. Mais heureusement, le business est revenu, mais ouais, l'année a été difficile. Et tu entreprends pas, puisque tu as déjà un projet de vie. Donc c'est à double peine. Eh oui, la double création, la Voilà. double entreprise. Mais bien sûr, c'est ça. Juan, est-ce que vous avez assisté, vous, à des collègues, j'allais dire même des amis du travail, les voir devenir maman et les voir du coup freiner leur carrière ou voir leur carrière freiner, j'aime pas dire à cause, mais de manière concomitante à leur nouvelle maternité? Bah oui, mais déjà la mienne, Mhm. ma mère, ma grossesse, moi, où c'était moi qui étais dedans, et je suis conscient qu'elle a dû abandonner beaucoup de choses, beaucoup de rêves pour s'occuper de nous. Nous, on est 3. Et je sais que ça n'a pas été facile. En plus, il y a un mécanisme qui se met aussi en place une fois que tu es maman, c'est que tu t'occupes des enfants. Souvent, ça je l'ai vu aussi dans le documentaire Arte, mais je trouve hyper intéressant, et je trouve qu'il y a énormément de femmes qui ne sont pas conscientes de ça. Quand on crée un foyer, et que la maman devient maman, il y a des dépenses pour la famille. L'homme va, par exemple, continuer à payer le foyer. Donc, ils achètent un appart. L'appart, il est payé par l'homme. Et du coup, la femme, elle s'occupe de certaines dépenses, tu vois, qui sont le chou-fleur, les carottes, les oignons, pour équilibrer. Le problème, c'est que dans cet équilibre, à la fin, s'il y a un couac ou un pépin, eh ben, l'homme, il va récupérer son appartement, alors que la femme, elle part avec 2 melons et 4 cacahuètes. Et ça, c'est une différence, et c'est un parcours qu'on ne se rend pas compte. Hein, Ouais. tu vois. Les femmes, aujourd'hui, ne sont pas assez conscientes de cette différence. Il y a une différence salariale, c'est-à-dire que l'homme va continuer à augmenter son salaire, pendant que la femme va peut-être stagner. On va stagner stagner, ou même Mm. perdre. Et on va se dire, OK, on va prendre un loyer à, disons, 2 000 euros, tu payes 1 000 euros, je paye 1 000 euros. Le problème, c'est que la femme va gagner de moins en moins, alors que l'homme va gagner de plus en plus. Donc l'homme va épargner de plus en plus, ce qui va lui permettre d'assurer une sécurité à long terme, alors que la femme, elle sécurise rien, Eh oui, à part la c'est formation la de théorie son du pot de enfant. yaourt, on appelle ça. Exactement. Mm. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Ça, c'est vrai. J'aime bien le partager en plus de plus en plus, parce qu'on ne se rend pas compte. J'en parlais pas plus loin qu'il y a 4-5 jours, avec plein d'amis femmes qui sont mamans et qui ne se rendaient pas compte. Elles disent, ah putain, mais c'est vrai. C'est vrai que j'y avais pensé. On a l'impression de faire quelque chose d'équilibré, et pas forcément. Donc oui, je l'ai vu dans plein de cas. Jusqu'aujourd'hui, ça se passe plutôt bien. Enfin, ma mère est toujours avec mon père, elle continue. C'est un très gros caractère, ma mère, hein. C'est un de ces caractères que j'ai croisés qui m'ont permis de ne pas dérailler et divaguer dans le machisme, masculinisme débile. Mais oui, c'est une réalité. Mm. C'est une réalité, et il faut que vous fassiez très très attention, toutes les femmes, à vraiment se protéger, parce que je pense que pour nous, c'est beaucoup plus simple. Et puis, si un jour vous avez la joie de devenir papa, au moins vous aurez tout ça en tête pour pouvoir... Je l'ai en tête. Et j'ai face à moi encore un caractère très vénère. Tiens, comme c'est bizarre. Ouais. Allongez-vous. Ouais, qui me fait bouffer mes documentaires Arte pour que je les ai bien en tête. C'est chouette, c'est chouette. Bravo à elle. Alors justement, cet équilibre vie pro-perso avec petit bout de chou, tout ça, comment ça se passe? Oh bah ça se passe, hein, ça se passe très bien. Hein. Il vit dans la cuisine, il grandit avec les casseroles et les poêles. Franchement, ça se passe bien. Hein. Il faut pas se mettre des freins, des barrières. Et puis finalement, on passe une année dans la vie, c'est quoi? Mm. Enfin, j'ai trouvé que c'était assez rapide finalement. Bon, je l'ai bien senti passer, hein, parce que c'est quand même très dur. Ouais, tu m'étonnes. Ah ouais, c'est vraiment très dur. Mais finalement, non, c'est que 1 an, quoi. Votre mari là-dedans, son rôle? Alors, oh là là. En fait, finalement, derrière une grande femme, il y a souvent un homme. Parfois. Parfois, bah oui, ça c'est mon mari. Ouais, Ouais. c'est lui qui me pousse dans mes retranchements. C'est lui qui a l'âme de l'entrepreneuriat. C'est lui qui me donne mes rêves et qui m'a poussée à faire tout ce que je fais aujourd'hui. Donc, et puis c'est lui qui s'occupe de bébé quand moi je peux pas, parce que malheureusement Un vrai partenaire. il s'occupe
s'occupe même plus de mon enfant que moi, hein, parce que c'est plus complexe certaines fois. Et ouais, il gère ma carrière, il gère tout finalement. Et moi, je peux me concentrer sur la cuisine et sur ce que j'aime. Donc ouais, j'ai un partenaire dans le crime. Une perle rare. Exactement. C'est chouette. Non, mais je pense aussi que ça change aussi. Oui, complètement. Ça change de plus en plus parce que t'es un exemple, je pense, aujourd'hui justement de cette égalité et surtout dans ce métier. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, tu vois, beaucoup de femmes chefs avec qui j'ai eu de la chance d'échanger, souvent l'homme fait autant pour la famille, voire des fois un peu plus, pour que la femme puisse aller briller et exploser de façon professionnelle. Donc c'est En assez... plus, il adore. Bah oui, c'est génial. Il est trop heureux en tant qu'homme. Il n'a pas de problème avec ça, rien, au contraire. Il trouve que sa vie est encore plus équilibrée que par exemple, son papa avant lui, qui lui a pas pu voir ses fils comme il voulait. Lui, voilà, il sait qu'il a la chance de voir son fils grandir, de continuer à faire sa vie professionnelle et de pousser sa femme au charbon. On précise que, bien évidemment, tout ça concerne les couples hétérosexuels et donc les hétéro-normés et forcément où on pourrait mettre un coup de stabilo sur la différence de cette femme, finalement, qui prend un peu l'ancien rôle de bien l'homme. sûr. Voilà. On va parler d'un sujet tabou, surtout en France. Allez. Les pépettes. Money. L'argent, money. La rémunération dans la restauration, on sait que ça... Il y a de tout, hein. Ça commence très bas, ça peut aller très haut, pardon. Il y a un gros tabou quand même qui l'entoure. À un même niveau de carrière, hommes et femmes chefs ont-ils la même rémunération à vue de nez comme ça? Moi, je dirais non, tout simplement. Je dirais quand même non. Ça rentre dans les 13,9%, vous pensez? Oui, je pense. Oui. Ok. Moi, je sais pas parce que j'ai souvent travaillé dans des hôtels. Et dans les hôtels, tu as Il y a des grilles, ouais. des grilles salariales et souvent, quand tu es juste un titre, tu es chef de partie, tu es commis et en face, tu as un salaire. Il y a une grille. Ouais, il y a une c'est grille. une grille salariale. Et du coup, tu négocies pas ton salaire. J'ai jamais été... J'étais chef dans un resto, mais très longtemps, et on était 3. Disons que j'ai pas été vraiment témoin de ce genre de différence. Qui vous a saisi. Ouais. Et dans on n'en mes parle équipes pas. à moi, On n'en parle pas beaucoup. on n'en parle pas. Je pense qu'en France, on a beaucoup de mal à parler de salaire, à parler d'argent. Dans la culture anglo-saxonne, dès que tu réussis, dès que tu as un salaire, tu le racontes, tu le parles, tu le partages. En France, on vit très caché. Donc, je n'ai jamais été trop témoin. Je sais que ça existe, mais je ne l'ai pas vu en vrai. Et moi, dans ma boîte, les plus gros salaires, c'est des femmes. Aujourd'hui, on est... il y a 70% de femmes et les plus gros salaires de la boîte, c'est des femmes. Donc, je suis pas vraiment conscient, mais je sais que ça existe. Justement, cette méthode de grille de salaire, finalement, c'est quelque chose, c'est une sorte de bouclier devant les inégalités salariales à minima. Ouais, je pense que dans les hôtels, c'est parce que c'est plus simple. Il y a tellement de monde qui sont obligés de faire des tableaux Excel, quoi. J'imagine. Hein, moi, je les ai chez c'est moi. plus simple. Hein. Nous, on n'est pas un hôtel, mais on est un groupe. Et on a eu on s'est rendu compte à un moment qu'ils se regardent les uns aux autres, qu'ils se disent « Attends, mais toi, pourquoi tu as 1002 et moi 1006 et moi 1008 et moi… » Donc, on a décidé de mettre une grille salariale et aujourd'hui, tout le monde est pareil. T'es pas une femme, t'es pas un homme, t'es un cuisinier ou cuisinier et puis t'as ton salaire par rapport à ton grade. Donc, Oui, je pense que ça aussi, ça change. Les outils arrivent pour aider à gommer ces inégalités. Moi, à mon époque, il n'y en avait pas. Ouais, alors justement, c'est ce que j'allais dire. Lorsque vous étiez salarié, est-ce que vous avez osé négocier un salaire? Est-ce que c'était tabou? Non. Déjà, ils m'avaient salarié. T'étais heureuse. J'étais déjà vraiment heureuse. Ils ont pris une femme. Ouais. Ah non, j'ai jamais négocié mon salaire. Jamais. Et puis, je ne savais pas faire. Non. Et j'avais tellement peur qu'ils me disent déjà non. Donc, par contre, la différence, alors, c'est pas le salaire, la fiche de paye, c'était sur les pourboires.
Ah, oui. intéressant. Et Parce que t'avais une ça se voit, puisque c'est du cash. Il y avait une différence entre Oui, ah oui, oui. Non. Ah oui, ah oui, au oui, même oui. poste. Oh, oui, C'est des malades. il Donne disait le nom. Il mérite d'être dénoncé, cet enfoiré. il disait que c'était soit l'ancienneté, soit... Je dis, mais attends, je suis plus vieille que lui. Après, il disait, oui, mais tu comprends, il a des... Non, je te crois attends, je pas. comprends rien du tout. Enfin bon, c'était ridicule. Et ça, pendant la distribution des pourboires, je le voyais. Ah, Je le voyais très, très bien. allez, on va parler visibilité, médiatisation, parce que finalement, c'est vrai que cette hyper-médiatisation de la cuisine, de la gastronomie de manière générale depuis quelques années fait du bien à la cuisine, Oui. non seulement d'un point de vue de l'orientation de certains ados qui crient qu'ils ont envie d'être au fourneau, et en effet, on sort un petit peu de cette logique de tu as de mauvaises notes, donc tu iras en cuisine. Est-ce que la cuisine est encore genrée ? C'est-à-dire, jusqu'à maintenant, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de changements, hein, notamment il y a quelques années avec Hélène Darroze ou encore Anne-Sophie Pic, et puis avec toutes ces nouvelles chefs, dont vous, Justine, qui sont médiatisées. Est-ce que c'est encore genré, la cuisine ? Est-ce que quand on dit le mot chef, on a quand même immédiatement l'image, je ne sais pas, d'un Paul Bocuse, et je ne dis pas ça par chauvinisme, qui nous vient en tête ? La lyonnaise qui parle. Ouais, la lyonnaise. Est-ce que c'est genré ? Bah oui, Bon, moi je je pense dirais que- encore un peu, hein, Ouais. quand même. Hein. C'est difficile parce que je pense que toi et moi, on fait partie d'un univers c'est un microcosme. Donc nous, on baigne vraiment dans ce qui se passe aujourd'hui dans la gastronomie. On est confronté à Amélie Darvas, à Manon Fleury, à Justine. Nous, on voit toutes ces chefs qui font un travail incroyable pour changer le panorama. Mais si on prend, je sais pas, un Lyonnais lambda qui est là, qui sort au resto et qui, pour lui, l'image, c'est Paul Bocuse, c'est les grands restos, c'est les trois gros, c'est l'oiseau, c'est peut-être un peu dans cette vision à l'ancienne. Ça Il peut change y avoir, je pense qu'il peut y avoir, mais il faut aussi, je pense, donner un peu de temps au temps. Il faut qu'on continue à se battre parce qu'on se rend compte que c'est bénéfique. Tu vois, il y a des graines qui sont semées, on voit les fruits, on le dit depuis tout à l'heure avec les nouvelles générations et un changement de vision des choses. Donc je pense qu'il faut un peu de temps. Est-ce que c'est complètement changé ? Non. Moi, je dirais que non, encore. Ouais, Ça pas reste quand encore. même un métier qui est genré et qui est très, encore un peu sexiste. Mais il y a des choses qui changent. Tu vois, Top Chef aujourd'hui, sur une notion de probabilité, quand tu as 200 personnes qui participent ou tu as 20 femmes et 170 hommes, bah, il y a plus de probabilité que sur les 170 et quelqu'un que sur les 30. Donc, il faut continuer à se battre pour que cette égalité soit à 100-100. Quand tu auras sur les 15 participants, cette femme, cet homme, et qui sont tous peut-être chefs à la même position, mais c'est sûr qu'il y a encore beaucoup d'inégalités et on est loin du compte. Bien vécu, Top Chef ? Je l'ai bien vécu, mais mal préparé. Ok. Ouais, j'étais pas assez prête et j'étais peut-être un peu jeune. Il me fallait encore un peu de bouteille culinairement parlant pour gagner, parce que quand je suis arrivée, j'étais persuadée de gagner. Et- J'étais persuadée d'être la meilleure. on a vécu la même chose. Et en fait, J'arrive j'étais pas la meilleure. Comme un coq en pâte, t'arrives, Ouais. t'as l'impression d'être le plus Ouais. fort, le plus rapide, le plus... Et là, je me suis affronté avec Florent Pietraval, qui a maintenant une étoile, je crois, à la Mirande Oui. à Avignon. Et quand je vois son assiette, je dis, mais c'est quoi ce truc, quoi ? Enfin, c'est des machines de guerre. Ça te remet un peu à niveau. Oui. Et puis changer peut-être aussi cet adage, hein, où on a l'impression que autant dans la sphère privée, la cuisine, c'est pour les femmes, et dans la sphère publique, ce serait pour les hommes, quelque part. Oui, après ça s'explique aussi par beaucoup l'histoire, hein, l'histoire de l'émancipation des femmes. Quand on s'est émancipé du foyer, on n'avait pas très envie de repartir en cuisine professionnelle. Oui, ça c'est sûr. Ouais. Au contraire, Bien on sûr. fuyait la cuisine et on voulait faire des métiers, des métiers de bureau, des métiers qui nous faisaient sortir de notre cuisine et de notre popote. Hein. Donc, quand on s'est émancipé, c'est vrai qu'on n'a pas, on n'est pas Couru. rentré, on n'a pas couru dans le milieu professionnel. Et ce que je peux comprendre. Et aujourd'hui, maintenant qu'on veut réintégrer ce milieu professionnel, il va falloir du temps pour former, accepter de former une femme, malgré le fait qu'on soit un homme ou pas. Enfin, voilà, il faut donner du temps au temps. Mais je trouve que, voilà, c'est
Ça arrive. Est-ce que vous savez, oui, évidemment que vous savez, on va pas faire semblant, ce qu'on dit de vous dans les médias? Oui. Et est-ce que vous validez Ce qu'on dit de nous, le bon, le mauvais, tout. ce qui ressort souvent, Ouais, quoi ouais. Bah, moi, c'est surtout ma personnalité. On parle pas de ma cuisine. On parle de mon Ok. sourire, de ma personnalité, de ma gentillesse. Mais Ça vous agace? Ouais, ça m'agace. Parce Ok. qu'en fait, je suis pas que gentille et souriante. Je cuisine. Ah bon? Je faisais ça avant Top Chef et je ferai ça après. Et c'est vrai que ça m'énerve parce que je trouve que quand on parle d'un chef homme, on va parler bien sûr de son charisme, mais aussi de sa cuisine. Et moi, des fois, il n'y a même pas de ligne. Non, mais je suis pas une mannequin, en fait. Je suis pas une Le sourire des personnalité. cuisines françaises. Oui, voilà, mais ça veut dire quoi Est-ce que les gens savent ce que je fais Quelle est ma ligne conductrice quel est mon... Ouais, mon fer de lance et puis Votre mais signature. ouais et votre- puis je suis assez engagée en fait dans la cuisine pour l'environnement, pour ce qui se passe, pour mes agriculteurs, pour mes paysans avec qui je travaille. Et en fait ça c'est balayé juste parce que je souris. Je trouve que des fois ouais ça m'énerve un peu. Écoutez, arrêtez de sourire, Justine. Bah Qu'est-ce que ouais, vous voulez que je vous dise? la gueule. Et vous, Juan, qu'est-ce qu'on dit de vous? Et est-ce que vous y adhérez? Oui, alors, c'est marrant, mais moi, je peux vivre des fois aussi un peu ça, mais c'est de ma faute. C'est que j'ai Faites le trop de clown. restos, il y a trop de cuisine, je suis un espèce d'hyperactif excessif, je fais des restos grecs, colombiens, des bar à tapas basques, des tabliers, des masterclass, je fais trop de choses. Vous cherchez un peu, oui. Je le cherche. Donc je suis responsable aussi de ça. Ça m'a fait énormément de mal au début. Et avec un peu de temps et un peu de recul, je me suis rendu compte que des fois, il vaut mieux juste attendre que les ardeurs s'apaisent. Et finalement, les gens, à un moment, vous connaissent, vous rencontrent et disent en fait, finalement, peut-être que je me suis trompé. C'est juste quelqu'un qui adore son métier, qui a envie de pousser dans tous les sens. Donc, ouais, moi, ce que j'adore dans mon métier, c'est aller où je connais pas. La visibilité, c'est essentiel pour avancer, pour avoir du succès. Le bouche à oreille, c'est merveilleux, mais ça ne suffit pas toujours. Quand on n'a pas la chance, pour certaines chefs femmes, d'être médiatisées dans des émissions telles que Top Chef ou autres, comment faire pour améliorer cette visibilité des chefs femmes? Est-ce que ça passe par les guides, par exemple? Oui, je pense qu'il y a une éducation à faire sur tous les médias, les guides, tout l'aspect médiatique doit faire attention à la parité, à parler autant d'hommes que de femmes, d'aller les chercher, de faire leur travail pour avoir une équité, ouais. Je trouve que ça, c'est important. Avant, si tu n'étais pas appelé par une chaîne ou si tu n'étais pas appelé par un journaliste ou si tu n'avais pas le guide qui venait manger chez toi, c'était très complexe. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'exceptionnel qu'on fait. C'est que avec ça, n'importe qui a accès de la main une communication qui est directe. Les réseaux sociaux, LinkedIn, que ce soit Instagram, TikTok, Twitter, pour tous les âges, pour tous les goûts. Je trouve qu'il y a un peu cette liberté de, si tu as envie de réussir, que tu t'y mets, que tu cherches un petit peu, que tu trouves un bon créneau, que tu es toi-même et que tu vas arriver à toucher des gens pour les faire venir. Puis il y a certaines femmes chefs aussi qui prennent la parole, qui n'hésitent pas. On pense à Manon Fleury notamment, qui sont très engagées et qui font probablement du bien au métier pour les chefs. Il y a aussi une belle nouvelle pour le Ritz. C'est-à-dire qu'il y a Eugénie Bézia qui vient d'arriver. Est-ce que c'est des choses dont il faut plus parler? Est-ce que c'est une arrivée, par exemple celle d'Eugénie Bézia, est-ce que c'est une arrivée dont il faut le plus parler que si elle avait été un homme? Ou est-ce que finalement, on ne va pas plus le médiatiser qu'autre chose? C'est toujours ça qui est difficile. C'est de dire, est-ce qu'on le met plus en avant parce que c'est une femme? Ou est-ce qu'on ne se plante pas complètement du coup dans le sujet en faisant ça? Moi, je trouve que c'est important. Ah oui. Ouais, franchement, je trouve qu'il faut en parler. Bah oui. C'est quand même magnifique. Quelle fierté, ça donne envie, quoi. Franchement, je trouve ça trop bien. Et moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Je suis assez aligné avec toi. Moi, quand j'ai su que c'était le Ritz, je me suis dit, putain, c'est génial. Le truc qui va exploser. On va avoir mais la une de tous les magazines dessus, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu on le sait tous, je sais pas à niveau national comment c'est perçu, j'adore sa cuisine, enfin
Je suis assez d'accord. Je pense qu'on aurait Ouais, dû c'est dommage. profiter de cette, Faut de ce pas en faire moment. de trop, mais là, on en a Bah, peut-être pas fait assez, on quoi. en a fait tellement de moins. Mmh. Tu vois, je suis désolé, hein, mais encore une fois, je me mets dans le panier. On a été tellement cons, on a été tellement inégal, on a fait tellement de. Pour une fois qu'on a quelque chose sur lequel on peut peut-être aller chercher à équilibrer, à faire en parler, à montrer l'exemple. Il y a plein de filles qui ont 8, 10, 12, 15, 17 ans et qui se disent « Putain, c'est possible !» Mmh. En fait, c'est possible d'atteindre et d'être chef d'un palace. Moi, je pense qu'il faut mettre des bouchées Ouais. doubles. Il faut y aller. Je ne sais pas si il faut changer d'attaché de presse. Ouais, ouais. Et puis le Ritz, Peut-être que je connais l'attaché de c'est presse, par la contre. France, mais c'est une visibilité internationale. Oui, 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 je suis tellement heureuse. On va ça manger donne là-bas envie. Ah ouais, Ah, on se tu réserve une m'invites. table. J'ai l'impression qu'il y a une petite résa. Non, mais on va se caler une raison. On va aller. En vrai, moi, Ah ouais, j'aimerais trop. j'aimerais tellement y aller. Ouais, c'est sur ma to-do list, mais ah oui, oui, vraiment. On va Ouais, se c'est donner ça, on va superbe. s'acter ça. Mm. C'est chouette. On arrive. On arrive bientôt à la fin de cette émission et vraiment, on pourrait rester encore des heures parce que c'est Ouais. vraiment passionnant. Qu'est-ce qu'on retient de cette discussion là, tous les trois? Quels sont les grands axes? Il y a Juan qui vient de lancer ce truc, il faut le dire, il faut en parler. Ouais. On parle évidemment de cette accession de Génie Bézia au Ritz, mais finalement, la médiatisation et la visibilité des femmes chefs, il faut en faire des caisses, excusez ma vulgarité, c'est ça? Oui. Bah, pas des caisses, mais en tout cas, il faut l'appuyer, il faut le soutenir, il faut motiver ce genre d'action, il faut montrer que c'est possible, il faut donner l'exemple parce que, comme tu l'as dit, c'est aussi une visibilité au niveau mondial. Donc, montrer qu'en France, tout est possible, que tu sois femme, homme, et j'irai même plus loin, vert, blanc, orange, de couleurs et de sexualités différentes. En fait, en France, tu peux. Et ça, c'est magnifique. Alors, encore avec quelques inégalités comme 13,9, mais en fait, on y arrive avec des difficultés, certes, mais c'est possible. Et ça, je pense qu'il faut vraiment le mettre en avant. Mais rien que là, ne serait-ce que faire un podcast sur ça, que ça intéresse déjà des gens, qu'il y ait même ne serait-ce que quelques personnes qui regardent, c'est déjà une victoire exceptionnelle. Parce que quand vraiment je suis énervée et que j'appelle ma mère et je lui dis « Tu te rends compte ce qu'il m'a dit, l'autre? C'est vraiment un macho !» À chaque fois, elle a toujours la même phrase. Elle me dit « Justine, ça avance. C'est déjà mieux qu'à mon époque. Tu as de la chance. Reste zen et continue. » Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. On va peut-être écouter la maman de Justine. Oui, écoutez ma mère, elle a Mais toujours raison. Mais il ne faut rien lâcher. Et rien Mais il faut lâcher, rien ça veut dire qu'on fait quoi? Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, au quotidien? Comme si je vous mettais au défi de changer et de réduire les inégalités femmes-hommes dans le milieu de la gastronomie. Qu'est-ce que vous faites? C'est notre mission, bien sûr, et parmi tant d'autres, mais c'est important. Je pense qu'il faut continuer à en parler. Mm. Je pense qu'il faut accepter quand on fait des erreurs et il faut le dire. Je pense qu'il faut mettre de l'oxygène dans une discussion qui a été peut-être pendant très longtemps un peu étouffée. Faut pas baisser la garde parce que là, il y a 2-3 monstres qui s'approchent, qui coupent un peu certaines libertés qui ont été données. Donc je pense qu'il faut pas du tout baisser la garde. Il faut rester très, très éveillé parce que ça peut être très vite tourné. Et pour nous, il faut, quand je dis nous, hommes, il faut qu'on continue à faire partie des alliés. Faut qu'on fasse attention à pas être excessif parce qu'il faut trouver un peu notre place avec beaucoup de délicatesse, beaucoup d'humilité, en sachant qu'on a quand même un passé qui est lourd. Et on en fait partie. Encore une fois, moi, j'assume des responsabilités, des choses et des gestes que j'ai faits qui n'étaient pas dingues. Et aujourd'hui, j'en parle et j'essaye de communiquer pour essayer de changer les mentalités des plus jeunes. Mais il faut se méfier. Moi, je pense que ce mot est très important dans une actualité qui est un peu tendue. Ça a changé. Il y a eu un virage, il y a de l'amélioration, mais il faut se méfier parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une énorme vague qui s'approche. On le sent, on ne sait pas trop où ça va tomber, mais il faut vraiment faire gaffe. Ouais. Il faut continuer à en parler. Il faut continuer à mener ce genre de débat. Je crois savoir que vous travaillez avec le Plan international pour l'égalité, c'est ça? Oui, je suis ambassadeur Plan international France, qui est une association qui lutte pour les inégalités des filles, des garçons, des hommes, des femmes dans le monde entier. Ils mènent des actions contre le mariage des filles et des mineurs, contre l'excision qui est un acte absolument absurde, contre
Bref, tout type d'inégalité. Ils font un énorme plan d'action sur l'éducation parce qu'on se rend compte que quand les filles ont accès à l'école, et ben, il y a des inégalités qui s'équilibrent. Il y a une égalité qui s'approche. On vit mieux, il y a plus de prospérité. Quand les femmes rentrent dans le débat politique, c'est beaucoup plus florissant. C'est fou, hein. C'est mathématique et scientifique et prouvé, mais on n'arrive toujours pas à se rendre compte. Donc ouais, c'est une association que je trouve incroyable et je suis ambassadeur depuis 4 ans avec eux et on continuera. Super. Et j'imagine qu'au quotidien, dans vos entreprises, vous mettez tout ça en œuvre, bien évidemment. Oui, on essaye au quotidien, bien sûr, de sensibiliser, d'en parler et de faire attention que ça aille dans le bon sens. Eh bien, merci pour tout ça. Avec plaisir, merci à toi. Et voilà, 13,9%, 4e épisode, c'est déjà terminé. Merci à vous tous d'avoir été avec nous et merci à vous deux d'avoir été là aujourd'hui. C'était une discussion vraiment passionnante. On aurait pu rester encore quelques temps, mais je crois que le timing est vraiment trop serré. Vous avez pu le constater dans les cuisines comme ailleurs, les inégalités entre les hommes et les femmes d'un point de vue professionnel et pas que, eh bien, subsistent. Mais heureusement, il y a des gens et il y a des initiatives qui voient le jour pour lever de plus en plus tous ces obstacles. Et bientôt, peut-être, nous pourrons arriver à lisser ces inégalités hommes-femmes dans le milieu professionnel. Dans les prochains épisodes de 13,9%, eh bien, nous allons continuer à explorer les enjeux de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans plusieurs domaines, car oui, ils sont tous ou presque concernés. Et pour en savoir plus sur Toutes et tous égaux, un plan gouvernemental pour l'égalité femmes-hommes dans le milieu professionnel, je vous invite à vous rendre sur info.gouv.fr. À très vite.